Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9 h comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Bonjour à vous aussi Guy Birenbaum et Gilles Waldstein. Et notre Bonjour, invité ce matin est député LR de l'Oise. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous avez été élu pour la première fois député de l'Oise en 2002, réélu en 2007, puis en 2012, puis donc en 2017. Excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu ça ce que vous voulez dire. C'est ça. Vous Ouais. commencez votre 4e mandat et vous faites partie de l'ancien monde. La preuve par François Bayrou, garde des Sceaux, qui présentait, alors lui il n'est plus garde des Sceaux non plus, ça va vite, qui présentait le projet de loi de moralisation de la vie publique en évoquant la nécessité de réduire le nombre des mandats. Les élus ne pourront pas exercer plus de 3 mandats identiques et successifs de députés, de sénateurs ou de grand exécutif local. Voilà, donc vous faites partie de l'ancien monde. C'est dur à vivre? Je fais partie du monde d'aujourd'hui, car dans le monde d'aujourd'hui, on peut se présenter plusieurs fois aux mêmes élections et les électeurs peuvent même revoter pour vous, qui est effectivement extrêmement immoral. On peut même gagner des élections et je m'en excuse humblement d'avoir gagné des élections parfois difficiles. Cette idée de réduire à 3 le nombre successif d'un même mandat. On ne peut pas faire plus de 3 mandats de député. Pourquoi pas? J'ai pas d'opposition à cela. Il faut regarder comment ça se passe. Il faut aussi que, à ce moment-là, la règle du jeu soit claire, parce que les élus doivent évidemment préparer leur après. Ils ont un après. Ils n'ont pas de parachute doré ou pas doré. Donc, il faut qu'ils retrouvent du boulot. Donc, il faut aussi, évidemment, préparer la sortie. Il faut aussi que, quand on prépare la sortie, il n'y ait pas de tentation de la préparer pendant son mandat. Et donc, probablement, d'aller parfois sur des conflits qui pourraient être considérés comme des conflits d'intérêts. Ça a été le cas dans un certain nombre de pays où on s'apercevait que les gens, s'il n'y avait qu'un seul mandat, ils passaient la moitié du mandat à chercher du boulot, ce qui est assez normal. Donc il faut bien regarder tout ça dans le détail. Mais ce n'est pas une question de moralisation. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Bon, on l'a aussi, bien sûr. Mais c'est pas une question de moralisation. C'est une question de modernisation. Mais c'est plus la moralisation, c'est le rétablissement de la confiance maintenant. Oui, mais la loi s'appelant au départ moralisation, c'était vraiment pas une... Enfin, le maire qui est élu pour la 4e ou la 5e fois, si ses électeurs considèrent que c'est un bon maire, c'est pas immoral de voter pour lui. Il faut évidemment aussi, à mon avis, notamment dans le cadre des élections locales, permettre une succession de mandats, parce que sinon il n'y aura jamais assez d'élus. Il y a des seuils certainement de collectivités. Enfin, il faut le faire bien. Et je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à tout ça. Ça ne veut pas dire prendre du temps, mais il faut beaucoup réfléchir. Et on l'avait fait auparavant, et je trouve que les choses ont tendance là à aller un peu vite, sans beaucoup d'idées. D'ailleurs, le simple fait de changer le mot moralisation par autre chose montre que là aussi, on vit dans un autre monde. Et l'ancien monde, le nouveau monde en tout cas, c'est pas celui de faire les choses dans la précipitation. Alors, le nouveau monde toujours, Gilles Waldstein. Alors, le président de la République réfléchit à la possibilité de réunir le Congrès, et ce serait peut-être le 3 juillet à Versailles, soit la veille du discours de politique générale prononcé par le Premier ministre. On dit dans le mot, députés et sénateurs réunis à Versailles. Députés et sénateurs réunis à Versailles, la veille du discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée le 4. Que dites-vous de cette succession de dates et de la hiérarchie qu'elle met en scène entre le président de la République et le Premier ministre? C'est une mise en scène du président de la République. Il se met en scène et je pense qu'il doit estimer qu'il est le seul interlocuteur, en réalité, sur le cap, sur la politique à mener des parlementaires. C'est son choix. C'est humiliant pour le Premier ministre? C'est assez humiliant pour le Premier ministre. C'est aussi inédit d'ailleurs, parce qu'elle est délivrer un message devant le Congrès. En général, on réunit le Congrès pour une réforme constitutionnelle. Souvent, dans la plupart des cas. La dernière fois, M. Hollande, en ce qui concerne la déchéance de nationalité et ce genre de choses. Nicolas Sarkozy aussi était intervenu. Comment? Nicolas Sarkozy était intervenu hors réforme. C'est lui qui a proposé que le président puisse s'adresser au Congrès. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a permis au président de la République d'aller s'exprimer devant le Congrès. Souvent pour l'annonce d'une réforme constitutionnelle ou d'un sujet comme celui-là. Bon, là, on est dans les règles de droit, il n'y a pas de problème. Le président de la République, il peut aller parler devant le Congrès, et moi, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, que ça se passe la veille du discours de politique générale, c'est quand même, c'est le fait de rabaisser le Premier ministre, au fond, un exécutant assez primaire. Le président fixe les grandes orientations. Si le Premier ministre, le lendemain, détaille simplement le comment, dans quel calendrier, le pourquoi, c'est plutôt un job de ministre, que chaque ministre fixe. Alors, donc toute la chaîne, en réalité, est à ce moment-là abaissée. Le ministre devient un pur exécutant opérationnel et technique. Le Premier ministre devient un coordinateur des exécutants. Si
en font de directeur général. On appelle ça l'hyper-présidence. Vous avez connu ça du temps de Nicolas Sarkozy, hein? Je pense que Sarkozy était moins hyper-président que le président que nous avons aujourd'hui, mais vous pourrez faire la comparaison. Moi, en réalité, quelqu'un peut être hyper-président. Le tout, c'est qu'il réussisse. Moi, au fond, le comportement, la manière de faire, la manière d'être, très bien, que la personne aime se mettre en scène, se mettre au centre du jeu ou pas, soit discret, pas discret, tout ça, c'est une question de personnalité. La vérité, c'est est-ce que ça marche? Voilà, pour reprendre le terme à la mode. Est-ce que ça marche? Et si ça marche, tant mieux. Si on arrive à réformer la France, tant mieux. Si on n'y arrive pas, il faut probablement une démocratie probablement plus équilibrée. Deng Xiaoping disait, peu importe que le chat soit gris ou noir, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Un mot sur Édouard Philippe que vous connaissez bien. Édouard Philippe. Oui. C'est oui le mot? Non, que je dise, d'abord, je n'ai pas envie d'être désagréable le matin soyez agréable, à 8h30. Soyez gentil. Oui, mais c'est pas interdit ici. Hein. Non, non, c'est vrai. Ce serait vraiment nouveau. Non, je pense que Édouard est un garçon de grande qualité. Je pense simplement que le fait d'avoir accepté de prendre Matignon dans les conditions dans lesquelles il l'a pris a été extrêmement affaiblissant pour la famille politique dont il est à l'origine. Il y a eu beaucoup de parlementaires qui sont restés au tapis, qui n'étaient pas des gens anodins, qui n'étaient pas des gens incompétents, qui au contraire étaient des gens extrêmement compétents et extrêmement engagés dans la vie politique au meilleur sens du terme. Et je pense que c'était pas bien de le faire pour des raisons strictement personnelles et pas pour des raisons de recomposition de la vie politique. Vous lui en voulez un peu. Arrêtez avec ça. Vous lui en voulez un peu. Oui, je lui en veux un peu parce que j'ai de l'amitié pour lui, donc je lui en veux à la hauteur de cette amitié. Un mot, l'ancien monde qui disparaît, Jean-Pierre Raffarin annonce son retrait de la vie politique. C'est pas l'ancien monde, Jean-Pierre Raffarin. Vous savez, on a tous plus de 39 ans ici, peut-être. Enfin, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Fabien et moi, on est plus jeunes. Très bien. Et donc, chacun a les pieds sur la terre et chacun donc partage une partie de l'avenir de ce pays. Donc, quel que soit son âge, on fait partie du monde d'aujourd'hui. Et sinon, c'est assez désagréable pour les uns et pour les autres et pour tout le monde. Voilà. Donc Jean-Pierre Raffarin, il a eu une carrière politique tout à fait extraordinaire. J'ai été son ministre, j'ai eu du respect, une amitié personnelle, très profonde. Et voilà, il choisit à un moment donné de stopper son mandat de sénateur, de partir vers d'autres missions, si j'ai bien compris. Je lui souhaite bon vent pour prendre une raffarinade. Et puis j'aurai le plaisir à le voir certainement cet été pendant les vacances, comme on le fait chaque année. Mais vous pensez que c'était prévu ou est-ce que subitement, quand on est un homme politique depuis très longtemps comme Jean-Pierre Raffarin, on se sent plus en phase dans ce nouveau monde, ou je ne sais pas comment on veut l'appeler, mais est-ce que c'était vraiment prévu? Il n'y a pas de nouveau monde, il n'y a pas d'ancien monde, de nouveau monde, il y a les mêmes ambitions, les mêmes réflexes humains. Voilà. Il peut y avoir des façons différentes de traiter un sujet. Et puis après, il y a les technologies qui inondent les choses et qui modifient les comportements. Le numérique modifie les comportements. Mais Jean-Pierre Raffarin est un honnête homme au meilleur sens du terme. Et il est 8h41 presque sur France Info. Et donc en retard, Victor Maté, vous avez quand même une minute pour l'essentiel. Manuel Valls et le PS, c'est terminé. Je quitte le Parti Socialiste ou le Parti Socialiste me quitte, dit ce matin l'ancien Premier ministre sur RTL. Actuel député de l'Essonne, Manuel Valls aura passé 37 ans au sein du parti. Lui ne quitte pas son parti, mais la vie politique. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2005. Il a 69 ans. Désormais 4 candidats à la présidence de l'Assemblée. 2 hommes et 2 femmes. L'élection, c'est aujourd'hui, tout comme la rentrée des 577 députés. Un point sur l'enquête et des réponses aux questions des victimes et des parties civiles. Les juges qui travaillent sur l'attentat de Nice sont attendus dans la ville cet après-midi. Emmanuel Macron, lui, se rendra sur la promenade des Anglais le 14 juillet pour le premier anniversaire de cette attaque au camion. Elle avait fait 86 morts. Et puis pas de centre d'accueil, mais des mesures d'aide pour les migrants de Calais pour éviter des risques de traitements inhumains et dégradants, justifie le tribunal administratif de Lille, la justice qui donne donc en partie raison aux associations. C'est Éric Woerth qui est avec nous dans l'émission politique de France Info ce matin. La musique ne veut pas s'arrêter, donc moi j'attendais, vous savez, je suis très poli avec l'habillage. Donc on est avec Éric Woerth et c'est Gilles Bornstein qui pose la question. Une partie des députés républicains vont voter la confiance au gouvernement. On va en écouter un, il s'appelle Thierry Solaire et c'était sur France 2. Si on ne vote pas la confiance, ça veut dire voter la défiance et faire tomber le gouvernement. Ça serait stupide. Et moi, je l'ai dit très clairement aux électeurs de Boulogne-Billancourt. En votant pour moi, ils votent pour quelqu'un qui sera constructif, qui votera la confiance au gouvernement. Ça ne veut pas dire un chèque en blanc. Mais... ça veut dire que toutes les réformes, Léa Salamé, toutes les réformes qui iront dans le bon sens, on les votera. Ça paraît frapper au coin du bon sens. Non, c'est pas frappé au coin du bon sens. Une opposition, en général, dans
dans un moment comme cela, c'est-à-dire le vote de confiance, au fond, c'est quand même un chèque en blanc. Hein. Ça veut dire qu'on se caractérise par le fait qu'on va soutenir le gouvernement sur l'ensemble des choses. La réforme du droit du ça travail. N'a rien à voir. Si, donc c'est pas un chèque en blanc. On peut voter la confiance et ensuite voter. Oui, mais on peut aussi ne pas voter la confiance et voter après, texte par texte, de façon très pragmatique, ceux qu'on considère comme de bons textes. Donc là-dessus, au contraire, le bon sens, c'est plutôt celui-là. Vous savez, si Thierry était maire et qu'il était dans l'opposition, il ne voterait pas le budget de son maire. Il y a des moments forts qui sont des moments de clarification quand même. Et d'ailleurs, vous vous déclarez à l'Assemblée dans l'opposition ou dans la majorité, les groupes. Donc si vous êtes dans l'opposition, par principe, vous ne votez pas la confiance à un gouvernement, sauf à ce que ce soit des idées si générales que voilà, il n'y a rien là-dedans, vous pouvez éventuellement vous abstenir, mais ça ne préjuge pas de votre comportement par la suite. Mais pourquoi vous voterez contre la confiance, vous mais parce que je considère qu'on peut faire un meilleur gouvernement, parce que je considère que le discours de politique générale, il faut à ce moment-là le préparer avec l'opposition. Mais à ce moment-là, un meilleur gouvernement. Pourquoi vous l'aimez pas, ce gouvernement ? Il est très très bon, il est très très technique et je pense que s'il y avait beaucoup de gens issus des Républicains, il serait nettement meilleur. Sérieusement, je comprends pas. Pourquoi vous ne votez pas la confiance ? Quels sont les éléments ? C'est votre question qui est étonnante. Parce que nous sommes dans l'opposition et qu'à un moment donné, il y a des entreprises de clarification. Nous sommes dans l'opposition constructive, dans l'opposition républicaine, mais nous ne voterons pas la confiance. Il y a une liberté de vote, cela dit, dans les groupes, chacun peut faire ce qu'il veut. Donc il faut marquer le principe, en fait. Vous dites qu'il faut juste marquer le principe. J'appartiens à l'opposition. Parce qu'il pourrait ne pas y avoir de confiance. Il pourrait y avoir pas de discours de politique générale. La Ve République a voulu qu'il y ait un discours de politique générale. Donc ça veut dire que d'une manière générale, on vote la confiance au gouvernement, au président sur les 5 ans qui viennent, en tout cas sur la durée de vie du gouvernement. L'opposition dit non, je ne signe pas un chèque en blanc à la majorité, mais texte par texte, j'approuve ou je n'approuve pas. Mais juste un point. Si vraiment la majorité souhaitait que l'opposition vote la confiance, alors elle devrait travailler avec l'opposition. Rien n'empêcherait le Premier ministre de dire voilà ce que j'ai envie de faire, voilà le cap, ou le Président de la République, s'il fixe lui-même le cap à la place du Premier ministre, voilà ce que j'ai envie de faire. L'opposition, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis on travaille ensemble. Les Allemands font ça. Mais vous venez de dire... Un bon gouvernement, il y aurait plus de républicains. Alors moi, je comprends strictement rien, parce que les républicains qui vont au gouvernement, vous les engueulez. Plus de républicains dans le cadre d'un contrat de gouvernement. Dans le cadre d'un contrat de gouvernement, pas dans le cadre d'ébauchages individuels. Alors vous savez, ça passe quand même très largement au-dessus de la tête des gens. Oui, mais pas de la vôtre. Pas de la vôtre, parce que j'espère pas même de la sienne. J'ai peur même de la sienne. Je crains que moi aussi. Oui, mais c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire que vous êtes en pleine confusion mentale. Oh mince, attendez, Monsieur Woerth, on va pas être si désagréable dès le matin. Mais confusion mentale. Oui, rien que ça. Amicalement. Ok, d'accord. Amicalement. Oui, c'est super amical. C'est un diagnostic. Oui. C'est un diagnostic avec un médecin. Parce que lorsque on accepte de rentrer dans un gouvernement sans qu'il y ait une discussion sur le fond, sans qu'il y ait un échange sur les projets, sans qu'il y ait un échange sur les textes qui vont aboutir. À ce moment-là, ça devient des débauchages individuels comme il y en a eu beaucoup. C'est le cas de ce gouvernement. Alors, en Allemagne et ailleurs, dans une démocratie plus évoluée parfois que la nôtre et moins brutale, lorsque une majorité veut associer une opposition, il faut à ce moment-là discuter du fond. Qu'est-ce qu'on va faire sur le code du travail ? Qu'est-ce qu'on va faire sur la retraite ? Qu'est-ce qu'on va faire sur les phénomènes migratoires ? À ce moment-là, si on se met d'accord, il y a un partage des responsabilités. La majorité reste la majorité. Il y a d'autres parlementaires à côté, et à ce moment-là, rien n'empêche de voter, mais dans un cadre construit, pas sur le fond, pas sur la forme. Il y en a d'autres qui manifestement souffrent de confusion mentale. Ça, c'est le cahier saumon du Figaro, journal libéral de droite. Et Marc Landré, éditorialiste, libéral de stricte obédience aussi, sous un article « Pourquoi le chef de l'État fait un sans faute ?» dit « Aucun chef de l'État n'est allé aussi loin dans l'inversion des normes et dans la possibilité de réformer le droit du travail. » Donc tout le monde le voit, y compris le Figaro, et pas vous. Pourquoi pas nous ? Je comprends pas. Alors, je comprends pas vos questions. Le Figaro mais c'est probablement dit jamais un gouvernement. C'est peut-être un état de confusion mentale qui fait vos questions. Mais peut-être moi, je vous avoue, parce que nous avons dit. Ils disent que jamais un gouvernement n'est allé aussi loin dans la politique que vous souhaitez. Lisez tout dans ce cas-là. Enfin, je vais pas m'excuser dans l'opposition. Je vais pas, franchement, m'excuser d'avoir des valeurs qui sont pas nécessairement celles du gouvernement, même si pour un certain nombre elles peuvent se recouvrir. Je vais pas m'excuser d'appeler à une majorité qui travaille avec l'opposition. Franchement, si l'opposition, c'est pas l'opposition qui peut être inintelligente, c'est une majorité intelligente donne une opposition intelligente, et une majorité intelligente, notamment avec le nombre de députés qui existent,
C'est une majorité qui associe l'opposition à un certain nombre de grands points. Sur le Code du travail, j'ai l'intention de voter la réforme du Code du travail. Mais, pardon, monsieur j'ai pas de problème là-dessus. Le texte qui a été présenté par Madame Pénicaud, etc., dans les journaux, et qui sera présenté au Conseil des ministres dans la loi d'habilitation, ce ne sera pas le texte définitif, mais dans la loi d'habilitation, il ressemble, pas surtout, mais il ressemble assez furieusement à ce que nous avons écrit dans le projet des Républicains, à ce que nous avons débattu dans le cadre des primaires républicaines, et au projet qu'a porté François Fillon. Donc franchement, on a plutôt envie de le voter en l'état. Laissez-moi poser la question de Gilles à l'envers. On a bien compris que vous alliez voter contre la confiance et que c'était aussi une manière de montrer votre position, mais moi j'ai toujours pas compris en quoi vous étiez contre pour l'instant ce que faisait Emmanuel Macron. En fait. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes contre? Mais de la même manière vous êtes contre parce que vous êtes contre. Voilà. Non, mais je suis pas. Enfin, vous êtes. Non. Dans une démocratie, il faut une majorité et une opposition. C'est absolument nécessaire. Vous avez décidé, et beaucoup ont décidé qu'au fond, il fallait rayer de la carte toute opposition et qu'il fallait avoir une vision jupitérienne de la démocratie. C'est juste un principe. Non, nous sommes. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes favorables, et quand on insiste, vous les oubliez. Et puis après. Quand on essaie de montrer les différences, vous les oubliez on a aussi. Vu les choses les Républicains, c'est pas en marche. Les Républicains, c'est pas en marche. Sur les phénomènes migratoires, nous ne sommes pas en faveur. Je me demande ce que pense exactement le président de la République sur ce sujet absolument essentiel, qui sont les phénomènes d'immigration. Je me demande ce que pense le président de la République sur quelque chose d'essentiel pour les Français, qui est la réforme des retraites. On voit bien que le corps aujourd'hui a changé son fusil d'épaule et que le président de la République ne dit toujours rien sur un sujet comme celui-là. Alors, il a le temps, il est président que depuis un mois, mais enfin, c'est des sujets absolument majeur. Je ne suis pas favorable à la manière dont le président de la République veut traiter l'assurance chômage. Je ne suis pas favorable à la façon dont probablement il estime où il doit placer le curseur entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, notamment en ce qui concerne les droits sociaux. Voilà, puis il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord, et c'est tant mieux. Sur l'Europe, je voudrais savoir ce qu'il va faire. Sur la défense nationale, je n'étais pas favorable à ce que disait Sylvie Goulard sur l'intégration européenne d'une défense nationale. Je crois à l'autonomie de notre défense nationale, même si on peut en partager les frais. Donc vous êtes vraiment dans l'opposition. Voilà. Je suis dans une opposition constructive, parce qu'il faut employer maintenant les bons mots, sinon on se fait frapper immédiatement. Donc je suis dans une opposition constructive parce que j'ai envie que mon pays réussisse. Et l'opposition constructive, ça reste une opposition, mais qui vote les textes lorsqu'elle considère qu'ils sont justes. Et c'est une opposition qui est associée à l'élaboration de ces textes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que Mme Pénicaud, elle discute avec l'opposition républicaine sur les textes de la loi d'habilitation? Non, elle ne discute pas. Elle discute avec les syndicats. Elle ne discute pas aujourd'hui. Voilà, c'est un tort. On n'avait pas fait la même chose dans le domaine des retraites. Et cette conversation se poursuit dans une minute. 8h50, Victor Maté pour une minute. La circulation des TGV totalement interrompue entre Bordeaux et Paris dans les deux sens. Un train a arraché une caténaire en gare de Libourne. Le retour à la normale n'est pas attendu avant la fin de matinée, dit la SNCF. Tous les voyageurs sont donc invités à reporter leur trajet. Il l'annonce ce matin, jour de rentrée à l'Assemblée. Manuel Valls quitte le Parti socialiste. L'ancien Premier ministre, qui avait soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle contre son propre camp, indique simplement qu'il siégera dans la majorité. À 69 ans, Jean-Pierre Raffarin, lui, quitte la vie politique, sénateur de la Vienne et ancien Premier ministre. Il va se consacrer à partir de l'automne à une ONG internationale. Conséquence de la vague de chaleur, de nouveaux orages à prévoir, notamment dans le sud-ouest, où 13 départements des Pyrénées-Atlantiques à l'Aveyron sont en vigilance orange. Et puis connu pour sa passion de l'accord parfait entre les plats et les vins, le grand chef Alain Sandrin est mort. Il avait 77 ans. En 2005, il avait renoncé à ses étoiles pour se consacrer à une cuisine qu'il considérait un peu plus abordable. France Info. Éric Woerth est avec nous sur France Info et c'est jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy. Que vont devenir les Républicains, Éric Woerth? C'est notre inquiétude du jour. À lire Xavier Bertrand dans le... Oui, mais vous, Guy, moi, je suis confus. Moi, je suis confus. Oui, mais là, peut-être, ça peut être utile. J'écoute. Je m'accroche à la table. À lire Xavier Bertrand dans le journal du dimanche, ça va pas très bien. Il dit, voilà, on n'a plus grand-chose en commun. On ne s'aime plus. Alors, quand on ne s'aime plus, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Comment vous avez reçu? On va avoir des extraits de cette interview dans les écrans. Voilà, il n'y a plus grand-chose en commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. On dirait un Lelouch. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez devenir?
Mais Xavier pose le bon diagnostic. C'est vrai qu'il y a une fracture, c'est vrai qu'il y a des tensions très fortes. Sincèrement, c'est parce qu'on a perdu. Si on avait gagné, ces fractures seraient probablement comblées. Donc, entre nous, non, c'est pas faux. Entre nous, si En Marche avait perdu, En Marche serait totalement éparpillé. Donc, il y a un côté puzzle, façon puzzle. Il y a un côté puzzle là-dedans. Il faut essayer de reconstruire une image. Moi, j'en tire pas les mêmes conséquences que Xavier. Je comprends les conséquences qu'il peut en tirer. Moi, je ne tire pas les mêmes parce que je pense qu'on peut continuer à travailler ensemble. Il n'y a pas de fatalité absolue à l'explosion des Républicains. Les Républicains, c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est l'ensemble de la droite, du centre droit jusqu'à la droite forte. On voit bien que les lignes aujourd'hui ont du mal à se parler, mais qu'en tirer immédiatement la conséquence qu'il faut vivre chacun sous sa propre bannière, ça me semble dommage. Et moi, j'aimerais bien agir pour qu'il y ait plus d'union. Il faut élire un président dès l'automne. Comment ? Il faut élire un président dès l'automne. Ce sont nos statuts, donc c'est difficile de ne pas le faire. Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, qu'il y ait un débat sur le fond. Il y a des lignes différentes. Elles préexistaient, elles ont toujours existé. Il y a eu des débats épiques sur l'Europe, des débats sur plein de sujets, sur les sujets de société et bien d'autres, sur les phénomènes migratoires, sur tout ça existe, sur l'identité. Tout ça existe. Il y a des sensibilités différentes. Elles se sont prononcées d'ailleurs durant les primaires. On les a bien vues durant les primaires. Et pourtant, c'est le même parti. Il y a deux grandes sensibilités aujourd'hui, dit-on. Laurent Wauquiez d'un côté, Valérie Pécresse de l'autre. Vous vous sentez plus proche de qui ? Non, moi, je ne veux pas rentrer dans les choix de personne aujourd'hui. Moi, j'aimerais participer. C'est gentil de ne pas répondre aux questions. Oui, j'ai le droit. Vous avez le droit. La démocratie. La police ne viendra pas vous saisir à la sortie de ce studio. Vous avez raison. Non, mais je vous le garantis. Maintenant, vous savez, on ne sait plus jamais. Mais moi, je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans les débats de personnes. Je pense qu'il faut poser des débats de fond. Est-ce que ces lignes politiques un peu différentes, mais qui ont beaucoup de points de convergence aussi, beaucoup de points de convergence, est-ce que ces deux lignes, plein sur l'économie, sur plein de sujets, sur l'Europe, sur plein de sujets. Est-ce que ces deux lignes politiques, elles peuvent vivre ensemble dans le même parti ? Ça avait été le pari de Jacques Chirac, puis celui de Nicolas Sarkozy à une époque. Et d'ailleurs, les choses sont plutôt bien passées en général là-dessus. Est-ce qu'on peut continuer ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très très simple de créer plein de petits clans, plein de petits chapelles, plein de petits partis. C'est beaucoup plus compliqué que d'essayer d'avoir une vision globale. Les républicains, les députés républicains qui voteront la confiance seront automatiquement mis hors du parti ? Non, pas du tout. Et ils peuvent rester dans le parti ? Vous pouvez voter contre la confiance au gouvernement. Il n'y a pas de. Enfin, je pense qu'on n'en est plus là. Et d'ailleurs, on n'en a jamais été là. On n'en a jamais été là. Moi, je pense qu'il faut une liberté de vote dans les groupes. On verra si En Marche, d'ailleurs, applique la même conception ouverte des choses. Ils ont dit que non. Un député est un être libre. Il peut choisir sa vote. Durant le précédent quinquennat, les députés ont voté des choses. Un républicain qui soutient le gouvernement on va peut cohabiter avec un républicain qui le combat. Nous en discuterons. C'est curieux. Mais attendez, je ne vous ai pas dit c'est oui pas ou non. Ancien monde de ça. Je ne vous ai pas dit oui ou non. C'est le monde libre. Est-ce que le monde libre, vous connaissez ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir le doigt sur la couture du pantalon ? Je ne crois pas. C'est plutôt le petit qu'en marche. Le petit qu'en marche, c'est une seule tête, rien ne dépasse. Et puis on forme tout le monde et on formate aussi. On forme et on formate. C'est pas tout à fait la même chose. Non, on a une vision plus libre des choses et le respect aussi des opinions personnelles. Maintenant, au groupe de décider collectivement les conséquences qu'il peut tirer des choses, la nature du vote qu'on peut émettre. Ils ne sont pas dans votre groupe, ceux qui vont voter la confiance, mais c'est pas grave. Vous êtes réputé, vous l'êtes toujours, proche de Nicolas Sarkozy, sans doute vous le voyez encore. Oui. Est-ce que c'est vrai ce qu'on a lu dans le Canard enchaîné ? On a lu un écho tout à fait intéressant. C'était la semaine dernière, je crois. Il est bluffé par Emmanuel Macron, c'est vrai ? J'en sais rien, ce type est incroyable, il fait un sans faute s'il ne commet pas les erreurs que j'ai faites, ce qui est une autocritique. Il va aller très loin, on ne pourra pas l'arrêter. J'en sais rien. La longue histoire des propos de Nicolas Sarkozy dans le Canard. Non, ça, vous l'avez entendu dire ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il en pense ? Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il en pense de ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il en pense de ce qu'il voit en ce moment, Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il voterait la confiance, Nicolas Sarkozy ? D'abord, je ne suis pas son porte-parole. Mais mais sur le fond, est-ce que M. Macron, il réalise un sans faute ? Bah oui. Oui, il réalise un sans faute. Il était élu président de la République. Il a tué le Parti socialiste. Enfin, c'est vrai que Hollande l'a beaucoup aidé dans ce job. Il a affaibli l'opposition républicaine. C'est vrai que des phénomènes extérieurs s'en sont chargés sans lui. Il a été opportun quand il fallait. Et il se met en scène depuis un mois. Donc, et il a 60% ou 64% d'opinion favorable. Mais le sans faute, il faut le faire sur la durée. Et le sans faute, il ne faut pas le faire pour soi-même. Il faut le faire pour le pays. Et donc on verra si la réforme... Vous êtes un
un peu bluffé, vous aussi, par Emmanuel Macron. Pas ce type de terme. Je dis, oui, il est plutôt... franchement, c'est plutôt une réussite vu de son point de vue. Oui, vous êtes plutôt bluffé. Nous verrons, mais moi, je suis dans l'opposition. Je suis un gars lucide. Je suis un gars... Voilà, il faut durer. Il faut faire les choses difficiles. Il faut faire des choses difficiles et on va rentrer dans le dur. Alors voilà, on va rentrer dans le dur. Comment on y rentre? Pour l'instant, il ne nous l'a pas dit. Faites gaffe, ça fait mal de rentrer dans le dur. Je sais pas. Ça peut faire Jean-Michel Apathy, un gars lucide. Oui, c'est une émission un peu tôt le matin pour se permettre ce type de remarques. C'est mon bon mot. C'est mon bon mot de la fin. On était heureux de recevoir un gars lucide aujourd'hui. Merci Eric Woerth d'avoir accepté notre invitation. N'importe quoi cette émission. Allez, à demain. Comment? Lucide et réélu.